Bonjour Adrien Gindre, actualité très chargée aujourd'hui. Votre invité? On poursuit le même débat que vous dans un instant avec le président du Rassemblement national. En ce jour de niche, c'est le jour où les députés du Rassemblement national déposent et font examiner leurs propres propositions à l'Assemblée. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Les syndicats, on l'a entendu ce matin, appellent à une journée d'action jeudi prochain contre la réforme des retraites. Est-ce que vous descendrez dans la rue? Non, parce que comme parlementaire, je considère que notre rôle, en tout cas que le rôle que nous ont confié les Français et les électeurs qui nous ont choisis en juin dernier, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, c'est de mener l'opposition parlementaire à Emmanuel Macron. En revanche, probablement que beaucoup d'électeurs du Rassemblement national, beaucoup de nos adhérents, nos militants se rendront dans les cortèges. Et surtout, moi j'ai entendu des Français dire « je manifesterai pour la première fois » parce que cette réforme, elle est brutale, elle est injuste, elle est inefficace, elle est injustifiée. Et elle crée un sentiment de malaise alors que les gens ont de plus en plus de mal en ce début d'année à boucler les fins de mois, qu'il y a énormément d'inquiétudes, notamment sur l'énergie. Mais est-ce que vous souhaitez et venir faire cette réforme, c'est un choix qui est incompréhensible de la part du gouvernement. Est-ce que vous souhaitez, vous dites qu'il y aura certains de nos électeurs qui sont dans la rue, est-ce que vous souhaitez le succès de ces mobilisations contre la réforme? Je souhaite que le gouvernement entende raison. Voilà, il y a, d'après un dernier sondage ELAB, 67% des Français qui trouvent que cette réforme est profondément injuste. Et il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas aujourd'hui que le gouvernement fasse le choix, en cette rentrée, malgré tout ce qu'on vit, malgré le contexte, de faire travailler plus longtemps les Français qui ont commencé à travailler très tôt. C'est d'une injustice que peu de Français arrivent à comprendre. Et donc, c'est vrai que cette réforme, elle n'est pas... dispositifs carrière longue, elle n'est pas souhaitable. Pas éloignés de ce que vous proposiez pendant la campagne présidentielle. Les gens qui nous regardent savent très bien qu'ils ne rentrent jamais dans les cases et qu'en réalité, quoi qu'on en dise, si vous avez commencé à travailler à 18 ans, vous devrez travailler jusqu'à 62 ans au lieu des 61 ans et quelques mois. Si vous avez commencé avant 18 ans, si vous avez commencé à 60, c'est un peu ce que vous proposiez pendant la campagne. Non, pas du tout. Si vous avez commencé à travailler... un départ à 60 ans, si on avait commencé avant 20 ans. Si vous avez commencé à travailler à 18 ans, vous allez partir plus tard à 62 ans. Si vous avez commencé à travailler à 24 ans, vous partirez comme aujourd'hui à 67 ans. Donc, comment comprendre qu'on va demander aux gens qui ont les métiers les plus difficiles, par définition parce qu'ils commencent plutôt de travailler plus dur? J'entendais chez vos confrères un maçon expliquer qu'il va devoir travailler 2 années supplémentaires. Pourquoi? Parce que dans les fameuses carrières longues dont vous parlez, je rappelle qu'Emmanuel Macron a supprimé 4 des 10 critères de pénibilité et qu'aujourd'hui, le fait de soulever des masses lourdes ou d'être exposé à des produits chimiques n'est plus considéré comme un critère de pénibilité. S'il y a, Jordan Bardella, au-delà des manifestations, des blocages, par exemple, ce matin, la CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève et, si nécessaire, à l'arrêt des raffineries. Est-ce que vous soutenez ces blocages ou est-ce que vous les condamnez? Je ne suis pas pour les blocages, parce que les blocages pénalisent des Français qui n'ont pas besoin d'être pénalisés, d'avoir la double peine, c'est-à-dire d'être pénalisés à la fois par un contexte économique, social, qui fait que ça suscite beaucoup d'inquiétudes chez eux et que beaucoup peinent à boucler les fins de mois. Ils sont inquiets par cette réforme des retraites parce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps. Et de l'autre, ils doivent subir des blocages lorsqu'ils utilisent leur voiture, par exemple, si c'est le cas des raffineries. Donc je ne suis pas pour les blocages. Je pense que le droit de manifester est un droit. Certains Français iront manifester. En revanche, je dis aux Français qui vont aller manifester, attention à ce que ces cortèges ne soient pas récupérés par des syndicats, des partis politiques. Je pense à l'intégralité de la gauche qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle et qui est donc comptable de complices par fourniture de moyens, aide et assistance de la mise en œuvre de cette réforme par Emmanuel Macron. Mais qui a toujours été opposé à la réforme. Oui, c'est très facile. La gauche aujourd'hui, Mathilde Panot, par exemple, la France Insoumise, dit c'est une déclaration de guerre sociale. Vous dites la même chose, il me semble. J'ai dit que le gouvernement poursuivait une guerre sociale, mais il y a 3/4 des Français qui pensent la même chose sur cette réforme. Oui, donc vous n'êtes pas si éloigné de ce que disent les Insoumis aujourd'hui. Donc, de là à considérer qu'il y a 67% des Français qui sont des Insoumis, je ne crois pas. Non, pas du tout. Vous dites juste, on n'est pas d'accord avec la gauche parce que la gauche a appelé à voter Macron. La gauche, elle dit comme vous, déclaration de guerre sociale. C'est simplement le point que je vous ai peut-être qu'il y a des gens qui ne votent pas pour le Rassemblement national qui pensent la même chose que nous sur cette réforme. Je m'en réjouis. Je pense que là maintenant, l'opposition parlementaire doit maintenant se rassembler pour empêcher que cette réforme ne soit adoptée. Et si vous voulez, il y a eu une clarification. Comment on fait barrage? Parce que sur l'opposition parlementaire, restons-y un instant puisque vous l'évoquez. Je reprends l'exemple des Insoumis. Ils disent on va aller au bout de notre logique, on fera le maximum d'obstruction. On est 75 députés, on peut très bien déposer 75 000 amendements. Vous en avez 88, votre parti. Est-ce qu'il y aura 88 000 amendements du RN?
Oui, enfin, il y a une partielle bientôt et une invalidation d'élection. 89, Bon, qui n'est pas de notre fait d'ailleurs. On a le premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron. Donc nous allons déposer des amendements, nous allons faire entendre nos propositions. Vous parliez de la proposition de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle. Nous, ce qu'on propose, c'est très simple. On dit que la retraite, c'est un choix de société. Et le choix qu'on fait, c'est de permettre à tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans de pouvoir partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Ce n'est pas du tout le dispositif carrière longue, parce que dans les dispositifs carrière longue, on enlève des critères de pénibilité. Et je vous rappelle que ce fameux C2P a bénéficié au total à 12 000 personnes seulement de manière totale depuis 2015, alors même qu'il y a 650 000 personnes qui partent à la retraite. Donc ça va pénaliser notamment les femmes. Vous déposerez vos amendements, mais vous n'irez pas à l'obstruction. Vous ne serez pas sur 89, allez, je vais reprendre votre chiffre, 89 000 amendements, par exemple. Je ne sais pas si on va rédiger 89 000 amendements. D'abord, on va attendre que ce texte arrive à l'Assemblée nationale. Quand il arrivera à l'Assemblée nationale, on prendra nos responsabilités. Mais je veux juste dire une chose. Emmanuel Macron a été mis en minorité lors des dernières élections législatives. Il ne peut pas passer en force. Il a une majorité relative, mais une réforme, majorité. alors même qu'il a dit tout et le contraire de tout. Il y a des extraits qui circulent là d'Emmanuel Macron en 2019 dans une conférence de presse qui disait l'exact inverse d'aujourd'hui. Sur la retraite, vous avez aussi changé d'avis, Jordan Bardella. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On va pas y revenir, on l'a fait une dizaine de fois. Allons-y, rentrons dans l'intimité du dossier, mais d'abord on finit sur Emmanuel Macron et après je vous réponds sans problème sur Marine Le Pen. Mais il disait il y a 4 ans qu'il ne toucherait jamais à l'âge de départ légal parce que ça serait extrêmement injuste à l'égard des Français qui travaillent dans l'industrie, à l'égard des Français qui ont des métiers difficiles et que ça viendrait donc les pénaliser en premier. Donc c'est tout et le contraire de tout. Vous contestez le fait qu'il ait une majorité. Alors s'il y a la majorité relative, Renaissance, Modem, Horizon et que les députés républicains votent, le texte peut être adopté à l'Assemblée nationale. Il y aura donc une majorité pour ce texte à l'Assemblée. Attendez, ça s'appelle la démocratie. Les Français, ils ont voté pour Emmanuel Macron. Vous en prendrez acte. Donc, on a toujours pris acte de la démocratie. Ça, c'est le jeu des élections. Mais notre boulot, c'est de contester cette réforme, de tenter de rendre les souffrances moins difficiles pour le peuple français et de faire entendre surtout les propositions qui sont les nôtres, parce que je pense qu'on a la réforme qui est économiquement la plus réaliste et socialement la plus juste pour le peuple français. Marine Le Pen disait hier devant la presse parlementaire, il y a quand même un côté sadique du gamin qui arrache les ailes des mouches. Elle pense à qui? C'est Emmanuel Macron, le sadique de l'histoire? Il a un côté beau parleur du déclin français, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il prend une forme de jouissance à la brutalité à l'égard des Français. Je veux dire, le président est-il sadique? Mettez-vous, je ne suis pas psychologue, je n'attaquerai pas la personne d'Emmanuel Macron, mais dans la politique qu'il conduit, si vous voulez, il y a des choses qui relèvent de la brutalité injustifiée à l'égard des gens, à l'égard des Français. Regardez, on a là des faillites en cascade d'artisans boulangers, de commerçants, des Français qui sont extrêmement inquiets des conditions dans lesquelles ils vont devoir payer leurs factures d'énergie qui montent de 15%, qui multiplient par 3, 4, 5, 6, 7, 10 pour les artisans boulangers, dont certains passent de 24 000 euros de facture énergétique annuelle à 80 000 euros. Et les aides ne vont évidemment pas pallier l'intégralité de ces hausses. Et le gouvernement arrive en ce début d'année en leur disant on va vous mettre la réforme des retraites et vous allez devoir travailler plus longtemps. La génération de mes parents, 1962, 1968, pour ma mère et mon père, vont devoir, là en une décennie, ont pris 4 années de travail supplémentaire. Ça va s'arrêter quand? Je vous rappelle que l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne dans notre pays pour les Français les plus modestes et qu'il y a 13 années d'espérance de vie entre les plus bas revenus et les plus hauts revenus pour les hommes. Et de dire que le système de retraite est en faillite, c'est juste un mensonge que le gouvernement assume d'avoir besoin de quelques milliards d'euros pour boucler son budget parce qu'il a géré n'importe comment et que les choix sur le rapport ont été mauvais. Aussi votre rôle. On va venir dans un instant aux propositions du RN également qui sont présentées aujourd'hui à l'Assemblée. Je voudrais juste revenir d'un mot sur ce qui s'est passé hier, gare du Nord, où un homme a attaqué plusieurs individus qui se trouvaient dans la gare. Il y a 6 blessés, dont un grièvement. C'est une agression qui a été faite avec un outil pointu qu'on appelle un pointeau. D'après les premières informations, il s'agit d'un Libyen ou d'un Algérien sous le coup d'une OQTF. Il y a des policiers qui sont intervenus hier, police aux frontières, des policiers en civil qui passaient par là pour rentrer chez eux. Comment vous auriez évité une telle agression? Bon, d'abord, je veux saluer le travail des forces de l'ordre qui a probablement permis d'éviter nos policiers, évidemment, un carnage supplémentaire. Si vous voulez, ce sont toujours les mêmes faits, toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes récits, toujours les mêmes faillites de l'État et toujours la même impuissance du ministre de l'Intérieur à expulser du territoire national les gens qui n'ont rien à faire sur le sol français. On expulse
les clandestins. On expulse les gens qui n'ont rien à faire sur le territoire s'il s'agit d'un français. Libyen, il n'y a pas d'État et de gouvernement interlocuteur en Libye. On n'est pas capable aujourd'hui d'éloigner vers la Libye. C'est un pays instable, c'est un pays avec lequel la France n'a pas de contact. Mais ça n'est pas mon... Non, mais ça n'est pas mon problème. Parce que si vous êtes au gouvernement demain, ce serait un problème. Non, mais d'accord. Il y a 95% des OQTF qui ne sont pas exécutés sur le territoire français. Donc tout le monde rentre en France, mais personne n'en sort. Vous venez en France, personne, c'est pas vrai. Vous pouvez trouver ça insuffisant. Vous avez personne, 5% des OQTF. Vous rentrez donc en France, vous pouvez donc commettre des crimes et des délits, voler, attaquer, agresser, commettre des attentats parce que c'est une attaque qui ressemble à un attentat islamiste et vous n'êtes jamais expulsé du territoire. Oui, mais ce sont toujours les mêmes faits. Mais donc ça veut dire que, vu que Gérald Darmanin veut augmenter le nombre de QTF. Mais il va le faire, comme vous le dites. Il va faire une loi bientôt, vous la voterez. Non, mais c'est une loi de police administrative. C'est une loi qui ne remet pas en cause les pompes aspirantes de l'immigration en France. Il faut d'abord traiter l'asile dans les pays de départ, dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ. C'est ce qu'a fait avec succès le Danemark, qui est un pays européen, qui est un pays pourtant socialiste, et qui s'est déchargé, je dirais, d'une charge qui est devenue aujourd'hui une filière d'immigration à part entière. Donc les demandes d'asile sont traitées dans les ambassades, dans les consulats des pays de départ. Si c'est un ressortissant d'origine libyenne, il faut quand même un interlocuteur, un gouvernement, un État en face pour pouvoir faire la reconduite. Eh bien, alors à ce moment-là, il faut mettre en place dans ces régions-là, sous la responsabilité des Nations Unies, des cités de l'asile, des camps de réfugiés où les demandes d'asile ou les demandeurs d'asile ou les gens qui fuiraient des situations de pays déstabilisés comme c'est le cas en Libye pourraient être accueillis. Mais certainement pas sur le territoire français. Qu'est-ce que vient faire un Libyen, excusez-moi, sur le territoire français? La gare du Nord est devenue un coupe-gorge. C'est un quartier qui est absolument atroce. Les femmes fuient ces quartiers. Les femmes ne s'habillent plus comme elles veulent quand elles vont dans cette gare. Et voyez bien que le problème de sécurité ne concerne pas uniquement les Libyens. Dans le cas d'espèce, il avait une OQTF. Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, le ministre de l'Intérieur se déplace, il condamne, il nous explique qu'il va accélérer l'expulsion des OQTF. Ça n'est pas fait. Donc il faut que tous les gens qui viennent dans notre pays et qui ont une OQTF soient accompagnés. Et on va nous dire que les pays ne veulent pas les reprendre. Si les pays ne veulent pas les reprendre, on coupe les visas, on coupe les transferts de fonds, on coupe l'aide au co-développement. Et croyez-moi qu'en un quart d'heure, ils sont au Bourget. Jordan Bardella, ce ressortissant, il est soit d'origine libyenne, soit d'origine algérienne. C'est le parquet qui a expliqué qu'il y avait un doute encore. À propos de l'Algérie, le président français Emmanuel Macron s'est confié au Point à l'écrivain Kamel Daoud sur la relation franco-algérienne. Il dit qu'il n'estime pas avoir à demander pardon à l'Algérie pour la colonisation. Est-ce que c'est un propos que vous saluez? Oui, mais si vous voulez, Emmanuel Macron a fait preuve d'une schizophrénie politique, c'est-à-dire qu'il passe son temps sur tous les sujets à faire l'essuie-glace, c'est-à-dire à dire tout et le contraire de tout en permanence. Depuis 2017, Emmanuel Macron a donné des gages au discours de repentance qui est porté en permanence de haine et de rancœur toujours plus lourde à l'égard de la France par l'Algérie. On est loin du discours de 2017. En 2017, il avait parlé de crimes contre l'humanité. Enfin, il change très souvent d'avis sur beaucoup de sujets quand même. C'est effectivement pas le même grâce propos, de ça. Il y a quelques mois, il a envoyé M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, rendre hommage et se prosterner devant le FLN, qui est une organisation terroriste qui a commis des attentats contre la France et notamment contre des policiers français il y a de cela quelques années. Donc l'Algérie ne comprend et n'entend que la force en matière diplomatique. Donc il faut se faire respecter de l'Algérie et en la matière, Emmanuel Macron a fait tout le contraire. Il a battu tous les records d'octroi de visas à l'égard de l'Algérie. Il y a eu 275 000 visas qui ont été délivrés à l'Algérie en 2019. Il y a un dialogue très nourri. Il y allait, sa première ministre y allait, le ministre de l'Intérieur y allait. Il y a une volonté de faire bouger les choses avec l'Algérie, de pouvoir aussi sur tous les sujets, ils ont une volonté, mais on n'en voit pas les résultats. Bon. Or, la repentance permanente à l'égard de l'Algérie qu'exprime le gouvernement français depuis 2017. Mais vous saluez quand même ces propos aujourd'hui, même si vous dites qu'ils ont varié à travers le temps. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est un jour de niche parlementaire à l'Assemblée. C'est une manière de dire que c'est votre groupe qui a la main sur l'ordre du jour et vous faites vos propositions. J'ai regardé, il y a un peu plus d'une demi-douzaine de propositions. Vous proposez d'augmenter les salaires, de faire évoluer les ZFE, supprimer ou encadrer, enfin on peut discuter, mais il y a la question de l'uniforme, la représentation politique. Il n'y a rien sur l'immigration, alors qu'on vient d'en parler. Et la seule proposition qui est sur la sécurité, elle arrive en dernière position, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas le temps d'être examinée. Pourquoi ces choix ? Parce qu'en vérité, il y a un débat, vous l'avez rappelé, une loi immigration qui va être discutée dans quelques jours. Donc, si vous voulez, on n'a pas voulu faire de doublons. Je pense que les sujets qu'on a mis sur la table sont des sujets consensuels. Et ça va être un moment de vérité pour l'ensemble des mouvements politiques à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils vont faire passer l'intérêt des Français, comme nous le faisons depuis le début de ce quinquennat? Vous savez, quand il y a des choses qui vont dans le bon sens, quand il y a des mesures intelligentes qui sont votées, même si elles viennent de la gauche, même si elles viennent des Républicains, même si elles viennent d'En Marche, nous les avons toujours votées. Or, on a face à nous
des gens qui font preuve d'un sectarisme absolument inouï, je pense notamment à la NUPES, qui, même si on propose la même chose que leurs députés ou que leur projet politique, ils votent systématiquement sur la réintégration contre. des soignants. Exactement, donc ça va être très intéressant. Sont-ils pour ou contre l'augmentation des salaires? Nous, on le propose et on leur donne la possibilité de le voter. Sont-ils pour ou contre? Permettre aux parlementaires ce soutien. Parce que leur sectarisme n'a aucune limite et que ces gens-là préfèrent défendre, si vous voulez, leurs propres petits intérêts et leurs propres petits conforts plutôt que de défendre l'intérêt des Français. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'êtes pas en cause dans le fait que personne ne veut travailler avec vous. Non, pas du tout, parce que nous, on vote systématiquement des textes qui peuvent aller dans le bon sens, même s'ils n'émanent pas du RN, parce que nous défendons l'intérêt des Français, peut-être plus que l'intérêt du Rassemblement national. Ça va être compliqué quand même les prochaines élections en 2027 si personne ne veut travailler avec vous et si vous pouvez nouer aucune alliance dans aucune circonstance. Je pense que la victoire en 2027 ne dépend pas des votes de nos amendements par la France Insoumise, ou alors ça va être effectivement, il y a tout le spectre ou alors politique. ça va effectivement être très compliqué. Je pense que dans cette niche parlementaire, pour bien que les téléspectateurs comprennent, en fait, c'est une journée où on a la main sur l'agenda parlementaire et on peut proposer un maximum de projets. Mais il y a un risque qu'aucune de vos propositions ne soit acceptée. Notamment, mais c'est une possibilité. Mais si vous voulez, on n'en est pas responsable. On n'est pas responsable du sectarisme des autres. Un exemple très concret, on souhaite que, compte tenu de ce qui s'est passé dans les EHPAD et des nombreux scandales qu'il y a eu dans les EHPAD, que les parlementaires, les députés que nous sommes, aient un droit quasi permanent de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, débarquer dans un EHPAD pour pouvoir contrôler, regarder comment ça se passe. Ça devrait faire un consensus. C'est, je crois, une mesure de bon sens que nous proposons. Comment est-ce que la NUPES, la République En Marche ou les Républicains peuvent-ils refuser cela? Donc ça va être un moment de vérité très intéressant cet après-midi et je pense que les Français devront jurer très sévèrement les gens qui défendent leurs intérêts avant de défendre l'intérêt collectif et l'intérêt du peuple français. Prenons un autre exemple, il y a aussi l'uniforme. Ça fait toujours beaucoup réagir. La question du port d'un uniforme obligatoire pour les élèves. Ce matin, c'est Brigitte Macron qui s'exprime dans Le Parisien et qui dit « Je suis pour le port de l'uniforme à l'école ». Est-ce que vous avez le sentiment de partager les mêmes valeurs que Brigitte Macron? Sur ce sujet, manifestement, oui. Maintenant, ce que je souhaiterais, c'est que la Première Dame puisse inciter les parlementaires de la majorité d'Emmanuel Macron à voter ce texte. Il y a un groupe de députés qui travaille à sa propre proposition sur le sujet. Écoutez, je m'en réjouis, mais ils ont l'occasion de le voter cet après-midi. Et donc, parce que ça émanerait du Rassemblement national, ils ne voudraient pas le voter. Donc, on voit bien là, si vous voulez, le petit jeu de tout ce système politique qui va systématiquement à privilégier ses intérêts avant de privilégier l'intérêt général. Mais oui, moi, je pense qu'il faut un uniforme à l'école. Alors, c'est pas obligatoirement un truc ringard, etc. On peut faire de très, très beaux uniformes qui peuvent être dessinés par des étudiants en école de couture, etc. On peut faire des super trucs. Et pour quelle raison un uniforme? À quoi ça répondrait comme problématique de votre point de vue? Je pense que ça permet d'abolir toutes les distinctions sociales. Je pense que quand on... Sociales, pas religieuses. Quand on va... aussi, mais quand on va, le port du voile est interdit d'ores et déjà à l'école, ou de la kippa, tous les signes religieux ostentatoires sont déjà interdits à l'école. Mais je pense que quand vous êtes à l'école de la République, vous êtes à l'école de la République sans aucune distinction d'origine, de classe sociale, de profession de vos parents, de votre famille, et que donc d'avoir un uniforme, ça permet de ne pas se regarder au travers des marques que les uns ou les autres peuvent porter, et je pense que ça favorisera l'inclusion aussi à l'école de tous. Si votre texte ne passe pas aujourd'hui, est-ce qu'à l'inverse, quand les députés Renaissance potentiellement proposeront le leur, vous le voterez? Oui. Vos députés, je veux dire. Oui, c'est le paradoxe, c'est qu'on n'est pas sectaire. Voilà. Et moi, vous pouvez ne pas être de mon bord politique, vous pouvez ne pas avoir voté pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle, mais si vous expliquez que le ciel est bleu et que le ciel est bleu, je vous approuverai en ce sens. Marine Le Pen, aujourd'hui, elle n'est plus présidente du parti, c'est vous. Elle est présidente du groupe. Est-ce qu'elle va le rester pendant toute la mandature? Oh oui, bien sûr. On lit parfois qu'elle pourrait passer la main à certains autres députés pour elle, prendre du champ, prendre de la hauteur et se concentrer sur d'autres enjeux. Je n'ai pas lu cela. En tout cas, ça n'est pas son souhait. Elle incarne aujourd'hui le leadership de l'opposition parlementaire à l'Assemblée nationale. Et les Français l'attendent ici. Ça fait des années qu'on a voulu construire ce groupe puissant à l'Assemblée nationale. Les sondages nous donnaient entre 20 et 30 députés. On a finalement 89 députés avec ce premier groupe d'opposition. Pour toute la mandature. Et donc elle va évidemment poursuivre sa mission et faire ce pourquoi les Français nous ont choisi, bien sûr. Deux petites questions d'actualité pour terminer. Jordan Bardella, hier à l'Assemblée, c'était également le retour du député insoumis Adrien Quatennens. Il siège en non inscrit pour une durée de 4 mois. Pour la députée Aurore Bergé, c'est pas normal qu'il revienne. Pour vous? Ça crée un sentiment de malaise qui est évident et qui est légitime. Je pense qu'Adrien Quatennens aurait pu se démissionner, se représenter dans sa circonscription, parce que
dans le cadre d'une élection législative partielle, parce qu'après tout, c'est aux électeurs d'avoir le dernier mot, peut-être plus qu'aux partis politiques, parce que c'est ça, au fond, la démocratie. Mais si vous voulez, tout ça est d'une hypocrisie totale. Jean-Luc Mélenchon avait dans son programme à l'élection présidentielle que la condamnation judiciaire valait interdiction de se présenter à une élection. Ces gens-là ont passé des dizaines d'années à nous donner des leçons sur les violences faites aux femmes. Or, on s'aperçoit que, en réalité, les premiers concernés sont à gauche, même si évidemment c'est un phénomène qui touche l'intégralité de la société. Vous n'êtes pas à l'abri un jour. Exactement. Aucun mouvement politique, aucune organisation humaine n'est à l'abri d'ailleurs. D'un mot pour terminer, hier c'était également la mise en retrait de Noël Le Graët, le patron de la FFF, à la fois après des propos controversés sur Zinedine Zidane et des accusations de harcèlement. Est-ce que vous considérez qu'il pourra revenir ? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui possible une présomption d'innocence qui tienne à travers le temps, qui permet d'être réhabilité ensuite ? Je pense que ça serait compliqué. Je pense qu'il a multiplié des sorties de route, entre guillemets, qui probablement ont vexé le cœur de beaucoup de supporters. La plus éminente étant évidemment les propos qui ont été tenus sur Zinedine Zidane. On ne parle pas comme ça à une légende du football et on ne parle pas comme ça quand on est le président d'une des plus grandes fédérations de football en France. Donc je pense qu'il est peut-être temps d'envisager sa succession. Merci beaucoup, Jordan Bardella, d'avoir été là ce matin.